s'il fallait que je porte un diagnostic sur une forêt en un quart d'heure, je préférerais le porter depuis le haut que depuis le bas. Donc, je comprends beaucoup mieux la forêt depuis le haut que depuis le bas. Les deux sont instructifs, mais réellement, je pense que c'est mieux là-haut. Nous sommes à Madagascar, dans la forêt qui recouvre la péninsule de Machwal, une des dernières forêts primaires encore intactes sur l'île. Une expédition scientifique a imaginé d'en percer les secrets en passant par le ciel. Des chercheurs vont se poser sur la cime des arbres. C'est lui qu'on le veut. Il y a du fruit, il y a du fruit. Raté. Mais attends, mais c'est la même chose ça. Du fruit là-bas? Bah j'ai essayé d'avoir ça. Ça fait très bien. Voilà. Allez, c'est bon, on dégage. Cette mission d'étude est peut-être celle de la dernière chance, car la forêt malgache est en train de disparaître. Tant que l'homme ignorait son existence, Madagascar était un paradis. La faune et la flore s'y épanouissaient depuis la nuit des temps. Séparée du reste du monde pendant 80 millions d'années, l'île était couverte de forêts tropicales. Cet isolement a favorisé l'émergence de végétaux et d'animaux spécifiques. Les lémuriens, qui ont presque disparu de la planète, s'ébattent encore ici dans les arbres de Machwal. Mais pour combien de temps ? En fauchant les arbres pour le bois, ou en les brûlant pour cultiver la terre, l'homme a mis en péril les espèces rares que la forêt primaire faisait grandir. Le parc national de Machwal est tout ce qui subsiste de la vaste forêt originelle. Un écosystème irremplaçable. Pour les biologistes, c'est le 6e continent, celui qui reste à explorer d'urgence. Octobre 2001, un camp de base a été installé entre mer et forêt. L'expédition dispose de tout un arsenal de moyens d'observation dont le plus spectaculaire est cette plateforme de travail, le radeau des cimes, destiné à être déposé sur la forêt. Francis Allais, réputé dans le monde entier pour sa connaissance de la forêt primaire, dirige cette nouvelle mission scientifique du radeau des cimes. Il est botaniste à l'université de Montpellier. Un important laboratoire de brousse complète l'infrastructure de cette opération d'envergure. Une centaine de personnes sont mobilisées, dont 70 chercheurs de 12 nationalités différentes. Des spécialistes de la botanique, de la génétique, mais aussi des insectes, des batraciens ou des amphibiens vont se relayer pendant 3 mois pour tenter de comprendre l'écosystème de la forêt malgache. Ces scientifiques sont les premiers à étudier la canopée de Madagascar, autrement dit la cime des arbres, la partie la moins connue et la plus riche de la forêt. 6. La canopée, c'est la surface de captation de l'énergie lumineuse dans une végétation. Si cette végétation est une énorme forêt de 40 mètres de haut, la canopée sera à 40 mètres de haut. Mais s'il s'agit d'une végétation basse de 2-3 mètres de haut, la canopée sera à 2-3 mètres de haut. Et à la limite, s'il n'y a presque plus de végétation, simplement de la mousse au sol,
Eh bien, la canopée, c'est la mousse. Ça sera de toute façon la même définition. C'est la surface qui capte l'énergie solaire. Avant d'observer la canopée, les scientifiques vont explorer le sous-bois. La lisière du parc national longeant la mer, les membres de l'équipe se rapprochent du cœur de la forêt par bateau. Allez, vas-y. La bouffe, elle est dans le truc bleu. Pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde pour 2 jours. Ah d'accord. Ben voilà. C'est étanche, hein. Tu fais quoi là? Allez, on embarque là. Laurent, mets en place ta veille, hein. Ouais. Mets en place ta veille, on check la porte de la radio sur le radio de... Les forêts tropicales concentrent près de 70% des espèces vivantes de la planète, plantes et animaux confondus, dont beaucoup sont encore inconnus. All right. All right. You know what it is? I'm gonna dig them out and please take a look. So I just found this one. Look at this guy. Throw him in the bag. I don't know, but he's got an eye spot. Yeah. Eye spot. There's the other eye spot on both sides. Yeah. Burrowed in the dirt. No holes in it. Au premier abord, une forêt tropicale est un inextricable capharnaüm. En réalité, plantes et animaux y vivent en symbiose, c'est-à-dire en réseau extrêmement imbriqué de dépendance, d'alliance, de servitude. Ainsi, chaque forme de vie est à la fois proie et prédateur, hôte et parasite, déchet et nourriture. Mais la forêt est un colosse aux pieds d'argile. Son équilibre est savant, mais précaire. Il repose sur l'interaction de maillons aussi différents que les organismes microscopiques, les grands arbres, ou encore les insectes ou les mammifères supérieurs. C'est pourquoi les hommes arrivent si facilement à la détruire et les scientifiques si difficilement à la comprendre. Pour Francis Allais, elle est une perpétuelle source d'étonnement. Ce qui paraît extrêmement intéressant dans le cas des lianes, c'est que ce sont de très loin les plantes les moins connues de la forêt. Les herbes, tout le monde peut les ramasser. Les épiphytes, en haut des arbres, ça passionne les gens. On en fait des collections mondiales. Les arbres eux-mêmes, on peut à la limite les faire tomber et récolter les feuilles. Mais comment voulez-vous faire tomber un truc comme ça? D'abord, on ne sait même pas de quel endroit du sol ça part. Et puis même si nous trouvions le pied, il est évident que de couper ce pied ne fera rien tomber. On peut penser que cette liane est installée sur cet arbre-là, mais le plus vraisemblable, c'est qu'elle est installée également sur celui-ci, sur celui-là, sur celui-là et sur celui-là. Et donc, pour faire tomber un truc comme ça, il faudrait abattre 1 hectare de forêt. C'est la raison pour laquelle on connaît très très mal les lianes. Leur astuce, c'est de faire l'économie d'un tronc. Donc elles parviennent en haut très vite et avec un métabolisme réduit. Ça leur permet d'avoir là-haut une activité énorme. Elles ont des surfaces foliaires considérables et elles ont une activité sexuelle énorme parce qu'effectivement les lianes, c'est des plantes à fleurs surabondantes. C'est le cas par exemple du jasmin de Madagascar ou de la bougainvilliers. Les plantes à fleurs sont apparues tardivement sur la Terre, mais se sont si bien adaptées qu'elles ont colonisé presque tous les milieux de la planète. C'est la spécialité de Jean-Noël Labatte, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. On voit pas beaucoup de fleurs, mais souvent, il y a beaucoup d'espèces qui ont des fleurs vraiment très petites. Et c'est une fois qu'on est dedans qu'on les voit, quoi. Ah là, tiens, là, il y a un petit Dioscorea qui monte. Il n'y a pas beaucoup de fleurs.
Cet étrange assemblage d'aluminium, perché à 30 mètres de hauteur, est un poste d'observation idéal pour les scientifiques. Ils vont s'y installer quelques jours. La logistique de ce campement aérien est assurée par des grimpeurs professionnels. Dante et Fenoli traquent les grenouilles arboricoles sur leur terrain. Nettement moins à l'aise qu'elle dans les arbres, il lui faudra une quinzaine de minutes pour atteindre le nid de métal. It's good. Come on. Okay. Oh, this is great. 35 feet high. Ici, on est à 12 mètres au-dessus de la canopée, avec une vue sur toute la baie. C'est incroyable. Yeah! Chameleon, right here. Oh, this is great. Did you get it? Mark, we have a bag for you. Hold on. Wait. Okay? Okay. I think 20. Demonstrating that chameleons. Et voilà, comme quoi les caméléons peuvent vivre dans la canopée, sans problème. On va voir ce que c'est. Ah ouais, c'est une rube. C'est une rubiacée. Pour prélever ces échantillons, il faudrait que Jean-Noël Labatte passe d'un arbre à l'autre. Trop dangereux. Jean-Yves Serin, élagueur depuis une quinzaine d'années, le fait à sa place. Ok Jean-Yves, tu vas pouvoir y aller. L'agilité de Jean-Yves est telle qu'il évolue avec aisance sur des branches moins grosses que le bras, à la hauteur d'un 10e étage. Ah oui, oui, je vois, oui. Ouais. Les petites boules vertes, là. Il est complètement... C'est incroyable. Non, mais non. Je voulais aller prendre des cours, mais j'arriverai jamais à faire ça, c'est pas possible. C'est là qu'il y a des fruits, Jean-Yves? Non, je vois pas. Au côté de moi, c'est pas des boutons, mais... Je vois pas. L'inventaire de ce foisonnement végétal et animal est le premier objectif de l'expédition. Les scientifiques cherchent également des plantes inconnues, dont l'exploitation, sans être nuisible à la forêt, pourrait être utile à l'homme. Avec Madagascar, on a des programmes pour travailler avec des chimistes. Eux font des recherches de principes actifs et nous, on les aide en déterminant les plantes et en leur indiquant des espèces proches qui pourraient posséder les mêmes principes actifs, mais peut-être en plus grande quantité ou avec une petite différence chimique qui fait que ça peut être plus efficace. On est un peu le dictionnaire des plantes pour les autres scientifiques, mais en plus du dictionnaire, on cherche à redonner l'histoire de la vie, donc toute la phylogénie, d'où vient telle espèce, quels sont ses plus proches parents et quels sont ses ancêtres au niveau fossile ou enfin au niveau très ancien. Donc c'est pas seulement un dictionnaire, c'est plus une encyclopédie. Aujourd'hui est un jour particulier pour toute l'équipe. Le radeau des cimes va être déposé sur la forêt. Ce bretzel géant de 400 mètres carrés est un nouveau prototype, repensé par les techniciens de l'association Océan Vert. Il n'a encore jamais été testé. C'est son premier arbrissage.
correctement. Grâce à la répartition de son poids sur une grande surface, le radeau des cimes flotte littéralement sur les branches les plus fragiles de la forêt. Francis Allais peut maintenant prendre possession du radeau avec l'aide d'un grimpeur. Ce grand botaniste a coutume de dire que le radeau des cimes permet de dévoiler le vrai visage de la forêt. Ici, elle est offerte, déployée, lumineuse. L'inverse de ce qu'elle consent à montrer lorsqu'on l'arpente à pied. Ah là, il y a un truc que je connais pas. Pour Francis Allais, elle devient facile à lire. Alors ça paraît incroyable, mais c'est un lin. Des plantes qui, chez nous en Europe, sont des petites herbes, comme le lin, eh bien ici prennent la forme de grandes plantes ligneuses, comme cette liane. Il va falloir qu'on identifie ça. Je pense que les gens qui aiment profondément ces forêts sont extraordinairement rares. En tout cas, il n'y en a pas dans les gouvernements, dans les cercles de décideurs, en tout cas pas chez les économistes, etc. Alors, par conséquent, la forêt équatoriale, elle est entre les mains de gens qui ne l'aiment pas. Dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on peut espérer la sauver ? Au laboratoire de Brousse, les botanistes identifient les plantes dès qu'elles sont collectées. Sur les 6 orchidées qu'ils ont découvertes depuis le début de la mission, 3 sont totalement inconnues. Pour établir leur carte d'identité, Francis Allais dissèque leurs fleurs et leurs fruits. La partie protectrice, représentée par les sépales verts. La partie d'affichage, on dirait la partie publicitaire, représentée de très loin par les grands pétales blancs, ceci. Ces sacs jaunes que je suis en train de retirer, qu'on appelle en termes techniques des étamines, ils représentent donc la fonction mâle de la fleur. Et pourquoi représentent-ils la fonction mâle? C'est parce qu'ils sont bourrés de spermatozoïdes. Bon, pour être plus précis, il faudrait dire qu'ils sont bourrés de grains de pollen et que chaque grain de pollen contient 2 spermatozoïdes. Alors on les retire et à l'intérieur, tout à fait au centre de la fleur, la partie la plus importante, puisque ça va se transformer en fruit, on voit apparaître l'ovaire. La plupart des plantes sont hermaphrodites, c'est-à-dire à la fois mâles et femelles. Mais un dispositif génétique empêche la partie mâle de féconder sa propre partie femelle. Ce sont souvent les insectes qui transportent le pollen en butinant d'une fleur à l'autre. Au fil des millénaires, végétaux et animaux se sont associés, au point que certaines plantes ne sont pollinisées que par un seul insecte qui se nourrit uniquement de leurs fleurs. Cette relation exclusive a un revers. Si l'un des partenaires disparaît, l'autre ne lui survit pas. Henri-Pierre Aberlinck est entomologiste, spécialiste des insectes.
Qu'est-ce qui m'arrive? Vous tirez la corde ou quoi en bas? Presque toutes les fleurs de la forêt se trouvent dans la canopée. C'est donc bien là-haut qu'il faut qu'Henri-Pierre arrive à se hisser. Ah, quel effort, mais ça vaut le coup. Les plantes émettent des signaux chimiques volatiles, appelés chéromones, qui séduisent les insectes. Une des tâches d'Henri-Pierre Aberlinck est de déterminer quelle plante attire quel insecte. Alors, attends, qu'on dise pas de conneries. Le 1H, c'est au sommet dans le vide. Donc c'est le 1H, hein. Pour le savoir, Henri-Pierre demande à un grimpeur de l'équipe de disposer sur la périphérie du radeau des récipients contenant des chéromones qui vont piéger des insectes. Faut que ça pendouille dans le feuillage. Ça n'a jamais été fait. Ces pièges ont toujours été testés au niveau du sol. Il est évident que la forêt qu'on a là, à côté de la forêt qu'on a au sol, c'est pas le même milieu. Déjà, tu as une diffusion des molécules. Là, on est en plein ciel, en plein vent. Et regarde en bas, on est dans le sous-bois obscur et moite, avec très peu de souffle d'air. Tu as des milieux complètement différents, quoi. On a toute une série de molécules à tester les unes après les autres. On verra bien ce que ça donnera. Mais là, on plonge dans l'inconnu total. On ne sait pas du tout les résultats auxquels on peut s'attendre, hein. La canopée est le laboratoire chimique le plus inventif de la planète. Depuis une dizaine d'années, nous avons démontré que l'activité biochimique des canopées est énormément plus grande que celle du sous-bois. L'activité biochimique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui fait qu'une plante peut être utilisée en médecine. La recherche des plantes médicinales, jusqu'à présent, elle s'est faite au niveau du sol. Les gens prennent une feuille, ils font un test, et puis quand le test est négatif, on dit bon, l'espèce en question n'a pas d'intérêt. Bon, nous avons démontré, nous, que l'intérêt biochimique n'est pas au niveau du sol, mais dans la canopée. En effet, durant leur croissance, les arbres déploient la majeure partie de leur énergie à grandir et gagner la lumière. Quand ils atteignent le ciel, ils sont colonisés par une faune qui se nourrit de leur feuillage, telles ces chenilles de Saturnide, qu'on ne trouve qu'à Madagascar. Les végétaux attaqués se mettent alors à développer des défenses chimiques comme des pesticides, des herbicides ou des antibiotiques. Ils créent des molécules actives qui les protègent en partie de ces mangeurs de feuilles. Exploiter ces molécules dans l'industrie pharmaceutique pourrait devenir un débouché commercial et donc une bonne raison de préserver la forêt. D'autant plus que même s'il faut des centaines de kilos de feuilles pour produire des médicaments, elles repoussent aussi sûrement que la laine sur le dos des moutons. Les séjours prolongés dans la forêt tropicale sont éprouvants. Aussi, chaque semaine, une nouvelle équipe de scientifiques vient prendre la relève de la précédente. Mais aujourd'hui, l'état de la mer complique les choses. Hector! Ce matin, le dirigeable décolle pour une nouvelle tentative de réconciliation entre l'homme et la forêt. Prélever des molécules qui rendraient compatibles sauvegarde et rentabilité. Dave Apple et Roman Kaiser sont ce qu'on appelle des nés dans l'industrie des parfums. Grâce à la luge, une structure gonflable très légère suspendue au dirigeable, ils vont pour la première fois surfer sur le faîte des arbres et en chasser des fragrances.
should be already dry here. Okay, stable. Okay. Yes, yes, this is very good. L'odeur de certaines fleurs disparaît une fois qu'elles sont coupées. Il est donc important de pouvoir faire les prélèvements directement sur l'arbre. Pour capter les parfums, Dave et Roman emprisonnent la fleur dans une cloche de verre. Grâce à un petit aspirateur, les molécules odorantes sont ensuite attirées puis piégées par une matière absorbante. Okay, everything is set. Oh, there is a palm tree in bloom. Have a look at the palm. Okay. This would be highly interesting. Wait a second before Yes, cutting, yes. Okay. Of course. No. Full of insects and bees. Does it smell? No. Nothing. It smells. I like it. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Let it. À mesure que la mission avance, il se confirme que les régions tropicales sont d'inépuisables réservoirs de nouvelles molécules. Certaines plantes, comme la pervenche de Madagascar, entrent déjà à 70% dans la formule de fabrication de médicaments contre le cancer. Et l'exploration de la canopée n'en est qu'à ses débuts. That's beautiful. You keep this in the water, it will produce a scent in the evening. Non. Laisse-le traîner avec cordes. Laisse-le traîner. Bon, il faut tirer à l'arrière. Après chaque vol, il faut vider le dirigeable de ses 8500 mètres cubes d'air. Le pliage de la toile se fait sous l'œil de David Bowen, qui a hérité dans l'équipe de la curieuse mission de goûter tout ce qu'il trouve. Tastes like latex. Mais goûter ne veut pas dire avaler. Heureusement, car Madagascar abrite des espèces de plantes hautement toxiques. David cherche de nouveaux arômes qui pourraient renouveler les parfums de nos sorbets et de nos yaourts, ou des fruits inconnus dont la saveur les prédestinerait à finir dans nos assiettes comme le kiwi ou les litchis il y a une vingtaine d'années. C'est intéressant, mais je pense qu'il n'est pas encore mûr. En voilà un autre qu'on a trouvé. Vraiment très intéressant. Il est sec et pas très juteux. Il a plus un goût de laitage que de fruits. C'est très crémeux, laiteux, mais il a aussi un goût de fruits plutôt intéressant. On pourra sûrement en faire quelque chose. Le problème est que les pays industrialisés savent aussi parfaitement fabriquer des substances de synthèse. Pour que les pays tropicaux où les molécules d'origine ont été identifiées ne soient pas lésées, un texte reconnaissant à ces pays des droits sur leurs ressources vivantes a été approuvé au sommet de Rio en 1992. Même si on n'en est encore qu'au stade de la recommandation et non d'une obligation, c'est dans le cadre de cet accord que l'organisation non gouvernementale Pro Natura a suscité les missions scientifiques du radeau des cimes. Le but est d'encourager l'exploitation durable de la biodiversité des pays tropicaux, dont Madagascar. Je crois qu'il est très important que tous les pays industrialisés continuent à acheter des bois tropicaux. Je m'élève fortement contre les tentatives de boycott des bois tropicaux qui ont lieu de manière récurrente dans divers pays d'Europe du Nord sous des prétextes d'écologie mal digérés. Parce que comprenez bien que si ces forêts tropicales ne produisent plus rien en termes économiques, alors les gouvernants des pays concernés n'ont plus qu'une solution, c'est de tout raser et de remplacer ça par des arachides ou des palmiers à huile ou du caoutchouc. Ceci étant, il faut arrêter, bien entendu, l'exploitation des bois en forêt primaire. Ça, c'est devenu insupportable. Il faut que ces bois viennent de plantations ou d'agroforêts.
La bulle des cimes est une autre des trouvailles imaginées par les membres d'Océan Vert. Dépense pas toute ton énergie au départ, hein, Hector. Grâce à ce ballon captif, les entomologistes, guidés par une corde, peuvent tranquillement léviter au-dessus de la canopée. La récolte des insectes des cimes devient alors un jeu d'enfant. Il suffit de frapper le sommet des arbres pour qu'ils tombent dans un filet. Quant au sous-bois, il reste le terrain de l'indémodable chasse aux papillons qu'Henri-Pierre Aberlingue pratique par tous les temps. Là, on va chercher des cocons, ces fameux grands cocons triangulaires tissés collectivement par de nombreuses chenilles pour se chrysalider. Voilà, c'est par ici que ça se passe, sur ces lianes qui pendent sous ce grand arbre. Ah, j'en vois un. Et voilà, ça y est. Alors il y a comme d'habitude des quantités de fourmis. On voit ici, les granules correspondent chacun à la cellule, au cocon individuel d'un papillon. Et là, il y a le cocon collectif, comme toujours terminé en pointe comme ça et suspendu sur la branche. Dedans, il y a tout un duvet de soie qui doit faire un bon isolant. Et évidemment, là, les cocons sont absolument à l'abri des intempéries jusqu'à l'émergence des papillons. Je pense que ce papillon-là ne doit pas se nourrir. D'ailleurs, je serais curieux de voir si par hasard il a une trompe. Parce qu'en fait, le papillon, ça s'accouple, ça pond et ça meurt. Et donc certains papillons ne s'alimentent même pas. Ils vivent sur les réserves accumulées par la chenille. Alors il y a des choses remarquables, c'est la variabilité de taille des cocons. Regarde, celui-là, il est bifide à cause de la feuille qui était au milieu. Et puis après, tu as des cocons carrément énormes. Ça dépend de la taille de la communauté de chenilles qui le tisse. Jusqu'à la petite communauté d'une poignée de chenilles qui se fait un mini cocon. Voilà le papillon sur le cocon. Il vient d'en sortir là, pendant qu'on était en train d'en chercher de nouveau, il est sorti. Donc 4 papillons sont sortis aujourd'hui et 2 papillons sont sortis hier. Ça c'est un vieux nid abandonné, les papillons sont tous sortis. Et dedans on voit tous les cocons individuels. Si on ouvre une cellule, comme ça, un cocon individuel, à l'intérieur on trouve les débris de l'exuvie de la chrysalide qui a éclos. Alors là c'est très intéressant parce que en fait c'est pas un papillon qui est sorti de là. On voit ici une pupe, c'est-à-dire que le papillon s'est fait parasiter, il a été tué par la larve de la mouche. Mais alors le plus drôle c'est que la pupe à son tour a été tué par un micro-hyménoptère, et ça c'est un trou fait par le micro-hyménoptère parasite. Donc on a toute une chaîne. La chrysalide a été tuée par la larve de la mouche qui l'a dévorée. La larve de la mouche s'est transformée en pupe, mais elle-même était parasitée par un hyménoptère qui a fini par la tuer, et c'est l'hyménoptère qui est sorti en bout de chaîne, au lieu que ce soit le papillon. Dans la tiédeur de la nuit malgache, les scientifiques partagent leurs observations et se montrent les trésors de leur moisson. Voici une des choses étonnantes qu'on trouve dans la forêt malgache. Regardez-moi ce petit bonhomme. C'est une chenille de Syngidée qui a été découverte là aujourd'hui par mon collègue David Lise. Ce qui est absolument extraordinaire, évidemment, c'est ces 2 protubérances ici là, sur le thorax.
C'est une chenille qui est absolument inconnue. C'est une chenille qui doit correspondre à une espèce déjà décrite, mais on ne sait pas laquelle. Parce que bon, les chenilles sont beaucoup moins bien connues que les adultes. Vous connaissez ça? Des caméléons plus petits que des chenilles? En voilà la preuve vivante. Cette nuit, les entomologistes ont décidé de piéger les insectes nocturnes, curieux du résultat. Il y en a une jolie, on dirait un papillon des années folles. Avec des... Il y a une vingtaine d'années, un chercheur eut l'idée peu orthodoxe d'asperger d'insecticides un arbre tropical. La quantité d'insectes récupérés fut telle que l'estimation de leur nombre sur la planète fut multipliée par 10. On ignorait leur présence, car ils étaient cachés dans la canopée. Un deuxième piège lumineux a été installé 40 mètres plus haut, sur le radeau des cimes. Henri-Pierre Aberlin est à bord. Welcome in the highest canopy light trap. Mr. David, I presume? Livingstone. Yes, indeed. These are your animals. There's already quite a few things arrived by the looks of it. Yes, indeed. Ah! Oh! Voilà, la bouteille de cine, quelque chose d'entré là-bas. Yep, this is a micro, but a very large one. A large micro? A large tortricid. Yeah. Quick. No, you mustn't. You'll damage it. Have you got a large tube? This kind of tube is good? Yes. White and black pyralid. Is it interesting for you? Yes, but at the moment I'm just completely wrapped up in this cord. Trying to disentangle myself. Hop là, des pyralides, hein? Famille de papillons. Where is my net? Your net. Okay, so this is just a convenient little net for this kind of situation. It's very nice. Made in Britain. I don't know whether you can get this in France. Pocket spring net. Very useful in these kind of conditions when something is just flying off. C'est comme la self-erecting tent, hein? Oui. Yeah. Le temps passe. Les insectes se font désirer. Et ça, c'est une blatte. En fait, il n'y a presque rien. On attendrait plus d'insectes sur un drap suspendu dans un jardin dans la banlieue de Londres ou de Paris, par un soir d'été, et peut-être même en hiver. C'est ça qui est extraordinaire avec les forêts tropicales. Il y a de grands cycles. On doit être dans le creux d'un de ces cycles. C'est probablement lié à la Lune. Ouais, il y a des coléos là-bas. Il n'y a rien du tout. Je n'ai jamais vu un dessin pareil. Je ne sais même pas à quel genre il appartient. Mais voici sa trompe. Regardez, je la déroule. Ça donne une idée. En fait, Madagascar abrite le sphinx qui possède la trompe la plus longue du monde. On l'appelle Darwin's Predictor. On a pris ce soir des bêtes qu'on n'a jamais eu l'occasion de prendre en bas. Déjà, c'est quand même une consolation, même si ça n'est pas très... is it interesting for you? Look, pyralide. Dans le sous-bois, en revanche, la récolte est bonne. Il faudrait que la grosse sauterelle verte revienne aussi avec ses belles. Une punaise-feuille, tu sais. Un peu comme un tingide géant qui aurait ou un hybride de tingide. Et elle est dans le sol, là, dans la matière organique? Non, elle a dû s'envoler. La pénurie d'insectes en altitude s'explique peut-être par le lever de la Lune sur la canopée. Sa clarté a pu faire pâlir la lumière du piège et en diminuer l'attrait. You were wet. Yes, I was wet. But only for maybe about 10 minutes. It's not a problem, David. You're English. I'm now completely dry again. One of the things that will be interesting to look for is just some crepuscular skipper. There's one flying just behind you. Where? It was just flying around somewhere. I'm gonna catch it. Just show me it. No? Okay.
n'a pas encore vu d'araignée se prendre dans sa toile quand elle chasse des insectes. Mais cette mésaventure peut arriver à un entomologiste. Il faut que tu pousses sur le haut du mousqueton. Il y a un petit cran comme une bague. Et il y a une poulie là. Tu l'ouvres et tu essaies de la mettre. Voilà, dès que tu peux attraper la corde, tu mets cette poulie dans la corde blanche. Et après tu passes la corde dedans. Non mais il peut pas y arriver là. Allez, attrape ta poignée. Henri-Pierre, on va te chercher. L'arc et tout. Les gars qui sont là. Les gars, hein. C'est beau. Au laboratoire, l'heure est maintenant à l'enregistrement des données. Dante Fenoli et Mark Vilvoord de l'Université de l'Oklahoma dressent un premier bilan. Il y a certaines similitudes entre ce groupe particulier de grenouilles, les mantellas, et les grenouilles venimeuses d'Amérique latine. Chez certaines grenouilles, il y a un mécanisme de défense, c'est un réflexe. Elles cambrent le dos et montrent les dessous de leurs mains et de leurs pieds, dévoilant ainsi des couleurs vives. Et nous pensons que l'exposition soudaine de ces couleurs effraie les prédateurs. Les couleurs vives signalent généralement des toxines. C'est ce qu'on appelle des couleurs d'avertissement. Celle-ci est peut-être une nouvelle espèce. Une des caractéristiques intéressantes, c'est ces deux taches blanches sur le dos. Nous allons chercher dans les publications sur le sujet pour voir si quelqu'un a déjà décrit une grenouille comme celle-ci. Dans le cas contraire, nous pourrons la considérer comme une nouvelle espèce. Nectarifère vert sur lequel sont fixés les anthères. Par la suite, ces anthères fanent et s'ouvrent. Plus de 550 plantes ont été identifiées. Jean-Noël Labatte doit maintenant classer et surtout conserver ces échantillons. Ensuite seulement, les analyses scientifiques pourront commencer. Elles dureront plusieurs mois, voire des années. On travaille pour nous et pour les générations futures qui pourront travailler sur le matériel qu'on a récolté avec de nouvelles méthodes d'exploration, une nouvelle technologie dont on n'a peut-être même pas l'idée. Quand Jussieu ou Lamarck étudiaient les plantes, ils ne savaient pas qu'un jour on pourrait étudier l'ADN des plantes. Et pourtant, on le fait maintenant par rapport au travail qu'eux ils ont fait. Donc tout ça, c'est un continuum. C'est juste la technologie qui évolue et qui nous permet d'explorer de façon différente la nature. Dans la zone tropicale, on en est au stade où on apprend à lire, en fait, où on apprend à lire la nature. Et à la déchiffrer, parce que là, c'est carrément du déchiffrage. L'expédition s'achève par une dernière étude très importante pour les généticiens. Un même arbre posséderait des patrimoines génétiques différents. Pour le vérifier, Francis Allais a choisi le plus grand arbre de la forêt. Tous les élagueurs ont été mobilisés. Mais avant de faire une recherche d'ADN, il faut connaître l'identité du cobaye, trouver son nom. Ici, la flore n'est pas bien connue et nous avons vraiment besoin des fleurs et des fruits. Par exemple, l'arbre sur lequel nous sommes ici, je connais seulement la famille, je ne peux rien dire de plus tant qu'on n'a pas des fleurs et des fruits. Je me demande si je ne vois pas des boutons floraux. Là. Tu vois juste en face de toi, là. Tu vois les fleurs? Non, plus loin. En face, là, plus il y en a vers plein. l'est. Ah ouais, là, ouais, voilà, là. Ça fait des grappes, là. Voilà, ouais, voilà, juste en dessous des feuilles. Ah, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, Noui. Prends-en un sac, s'il te plaît. Ouais, ça en est plein, hein. Ouais, c'est super, ça. On va pouvoir trouver l'espèce. C'est la bourdonnésia, je prends. La biologie actuelle, elle est entièrement centrée sur l'être humain et secondairement sur l'animal.
il est tout à fait exclu qu'un arbre soit un individu, bien que ce soit dans le langage courant. Mais individu veut dire indivisible. Un chat est un individu. Si je le coupe en deux, c'est terminé pour les deux moitiés. Mais un arbre, c'est pas du tout comme ça. Si on me donne un sécateur, je peux faire des centaines, des milliers d'arbres en sectionnant celui-ci. C'est donc pas indivisible, c'est donc pas un individu. Il y a des arguments génétiques, mais il y a déjà cet argument-là, que le clonage est parfaitement aisé. On sait que des arbres comme ça n'ont pas de système immunitaire. On sait que les mutations y sont fréquentes, comme dans n'importe quel organisme, animal ou végétal. Mais l'absence de système immunitaire fait que les mutations ont toute chance de ne pas être éliminées. Par conséquent, les cellules mutées ont, corrélativement, la chance de donner des lignées mutées, c'est-à-dire des branches ayant des variantes du génome. Pour évaluer dans quelle mesure l'ADN diffère d'une branche à l'autre, les chercheurs vont prélever une centaine d'échantillons répartis sur toute la couronne de l'arbre. Cette étude pourrait notamment permettre de comprendre comment des végétaux qui vivent parfois plus d'1 millier d'années s'adaptent à leur environnement. Alors là, sur la même branche, tu peux prélever un peu plus à gauche. Voilà, ce sera le 1,5. Là? Non, à ta gauche, à toi. Voilà. Là? Plus bas. La petite là, voilà celle-là. Celle-là, j'ai prélevé celle-là déjà. Ah d'accord. J'ai mis 1,3 pour celle-là. Ah, c'est celle-ci, 1,3, d'accord. A tout à l'heure, Francis. Doucement, doucement, Francis. Hein. Ça va chauffer la main. Les forêts primaires sont comme la peau de chagrin de notre civilisation. Elles rétrécissent au fur et à mesure que les scientifiques accumulent les preuves de leur importance. Comment les sauver de l'inconscience des hommes? Il y a eu plusieurs langages jusqu'à présent concernant cette sauvegarde des forêts équatoriales. On a dit, ne la coupez pas parce que ça ne nous appartient pas, c'est un trésor de l'humanité, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Bon, ça c'est le langage de la civilisation, tout le monde s'en fout, personne n'a écouté. Il y a eu le langage de la menace. Ne coupez pas ces forêts parce qu'elles constituent un puits pour le gaz carbonique, donc elles nous préservent de l'effet de serre. Et donc si on la coupe, eh bien c'est le réchauffement du climat, la fonte des glaces, etc. Le langage de la menace, ça non plus, les dirigeants ne l'écoutent pas, ne l'entendent pas. Le nouveau langage que je voudrais tenir, celui que je voudrais accréditer, c'est ne coupez pas ces forêts parce que nous pouvons collectivement gagner beaucoup plus d'argent en exploitant sans la détruire la canopée qu'en coupant le bois. Alors il semble que ce langage-là intéresse les gouvernants. Mais je crains, je pèse mes mots, je crains que si cette solution-là ne marche pas, on doive se résigner à très court terme à la disparition des dernières forêts primaires des zones tropicales.